Bonjour à toutes et tous, les apprentis aviateurs et aviatrices, vous qui préparez donc le BIA, l'examen se rapproche. Et la fin de cette série consacrée donc à la conquête spatiale des années 80 à nos jours, elle aussi touche à sa fin, puisque nous allons voir et parcourir ensemble cette dernière décennie qui va donc des années 2020 jusqu'à nos jours. Et on va voir que on va commencer en apothéose, puisque dès 2020 donc l'entreprise SpaceX d'Elon Musk parvient à placer en orbite et à rejoindre la station spatiale à l'aide d'une capsule Crew Dragon et avec à son bord deux astronautes. Et donc c'est la première fois depuis 10 ans qu'une entreprise autre qu'une société soviétique parvient à rejoindre la station spatiale internationale pour y déposer des spationautes, des cosmonautes ou des astronautes. En l'occurrence, ce sont deux astronautes américains qui rejoignent donc l'ISS à bord de cette capsule spatiale. Alors je vous propose tout de suite de voir un petit peu l'évolution des technologies en comparant l'intérieur de la capsule de la mission Apollo 11 et celle de Crew Dragon, et on voit tout de suite l'énorme différence en termes de technologie employée pour réaliser cette mission. Et on mesure le temps parcouru depuis donc la dernière mission Apollo et la mission Crew Dragon qui date de 2020. En décembre 2021, plus précisément le jour de Noël, donc le 24 décembre 2021, la fusée Ariane 5 dépose en orbite le télescope spatial James Webb. Alors, James Webb est le successeur de Hubble, qui a été lancé précédemment. Et contrairement à celui-ci, on peut voir donc qu'il n'est pas lancé par une navette spatiale, ils ne sont plus en service depuis bien longtemps, mais par une fusée européenne, en l'occurrence Ariane 5. C'est un programme commun entre l'Agence spatiale européenne, la NASA et le Canada, donc qui a permis le développement de ce télescope spatial qui est donc placé en orbite en 2021. Alors la principale différence, hormis le fait que ce soit un lanceur européen qui le place en orbite, c'est que si Hubble réalisait ses observations dans le domaine de la lumière visible, le télescope James Webb, lui, réalise ses observations dans l'infrarouge. Alors la principale différence, c'est que l'infrarouge permet d'observer des objets, donc des étoiles ou des galaxies, situées bien plus loin que ne pouvait le faire Hubble précédemment, puisque l'infrarouge va permettre d'observer les galaxies et les étoiles à travers notamment des nuages de poussière ou des nuages de gaz. Donc on va pouvoir observer énormément d'objets qui jusqu'alors n'étaient pas visibles par nos instruments. Juste une petite parenthèse pour savoir donc qui était James Webb et puis aussi qui était Edwin Hubble par la même occasion. Il faut savoir qu'Edwin Hubble était un scientifique, un astronome, et qu'il a permis une avancée majeure dans la compréhension de la structure de notre univers, puisqu'il a pu mettre en évidence le fait que les galaxies et les étoiles s'éloignent les unes des autres. Alors pour arriver à cette conclusion, il a étudié de manière spectroscopique la lumière émise par les étoiles. Alors qu'est-ce que c'est que l'analyse spectroscopique? Qu'est-ce que l'analyse spectroscopique de la lumière émise par les étoiles? Eh bien, c'est tout simple. En fait, je pense que vous avez peut-être dû voir durant vos cours de physique, de SPC, avec les brillants professeurs du collège. Peut-être qu'en optique, vous avez pu voir que la lumière, lorsqu'elle passe à travers un prisme, alors un prisme, qu'est-ce que c'est? C'est une petite pyramide, une petite ou une grande d'ailleurs, une pyramide en verre, en gros, hein, à travers laquelle on fait passer un faisceau de lumière. Et à la sortie, en fait, après le passage à travers ce prisme, la lumière se décompose en plusieurs couleurs. Si vous voulez une image, vous prenez la pochette d'un groupe des années 70, très, très célèbre, que vous connaissez certainement. Non, je plaisante, vous ne connaissez absolument pas. Elle s'appelle Pink Floyd. D'ailleurs, c'est l'occasion de le découvrir.
Et donc, la lumière donc, se décompose en plusieurs couleurs. Et ces couleurs, ce sont celles de l'arc-en-ciel que vous pouvez reconnaître facilement. D'ailleurs, un arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni plus ni moins que la lumière qui passe à travers un prisme constitué des minuscules gouttelettes présentes dans l'atmosphère suite à un orage, une pluie. Et donc, en traversant ces gouttelettes, eh bien, la lumière se diffuse et on peut voir les différentes couleurs qui composent donc cette lumière. Oui, donc Hubble parvient à déterminer que les étoiles et les galaxies s'éloignent les unes des autres, simplement donc en observant le fait que lorsqu'il fait son analyse spectroscopique, il observe donc qu'il y a un décalage de la lumière vers le rouge. La lumière tend à les couleurs tendent à se décaler vers le rouge. Je simplifie énormément, ce qu'on appelle le redshift, ou décalage vers le rouge. Et donc il en déduit qu'elles s'éloignent les unes des autres. Contrairement au fait que si la lumière s'était décalée vers le bleu, on aurait pu observer que des étoiles ou des galaxies se rapprochent de nous ou les unes des autres. Ce qui n'est pas le cas. On n'a jamais observé de galaxies qui se rapprochent ou d'étoiles qui se rapprochent. Donc on a pu en déduire qu'effectivement l'univers était en expansion. Parce que vous savez que l'univers est... Alors c'est une théorie, mais on essaie de la vérifier. Et plus les expériences s'accumulent, plus on tend à vérifier cette hypothèse. Donc l'univers serait né du Big Bang, une explosion, je simplifie énormément, qui aurait donc dispersé dans l'univers les composants qui ont créé des étoiles, des galaxies, et ainsi de suite. Là, je résume, je vais super vite. Pour vous donner une image, en fait, l'univers serait un ballon qu'on gonfle, sur lequel on a dessiné des petits points à la surface. Et plus on gonfle le ballon, plus ces petits points s'éloignent les uns des autres. Et c'est ce qu'on appelle donc l'expansion. Alors évidemment, l'univers n'est pas un ballon, on ne gonfle pas l'univers, et c'est une image. Voilà. Donc tous les petits points, ces milliards qui représenteraient les milliards d'étoiles et de galaxies s'éloignent les unes des autres. Rapidement, Edwin Hubble, un scientifique, un astronome, qui a fait une découverte majeure pour la compréhension donc, de l'univers, et James Webb. Qu'est-ce qu'il a fait James Webb? James Webb, c'était ni un scientifique, c'était pas un astronome, c'était pas un cosmonaute ou un astronaute, enfin, c'était pas quelqu'un destiné à s'intéresser à l'espace, c'était un administrateur. Et en tant qu'administrateur, il a eu le privilège de diriger la NASA de 1961 à 1968, donc une époque où la NASA a énormément progressé et a surtout développé le programme Apollo qui a permis à l'homme d'aller sur la Lune. Donc son travail n'était pas visible, il était plutôt dans l'ombre, un petit peu comme le télescope qui porte son nom, puisque tout comme lui, le télescope James Webb s'intéresse essentiellement à ce qui n'est pas du domaine du visible. Alors, si je consulte ma montre thermonucléaire à variation subsuminale, ça fait pas mal de temps que je suis resté sur Hubble et James Webb. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode et je vais tout de suite enchaîner pour un épisode suivant consacré donc à la suite des événements jusqu'à nos jours. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cet épisode et je vous dis à bientôt pour le suivant.